Imaginez un peu la scène. C'est la fin de journée, la lumière baisse doucement dans la maison, et au centre du salon, ou peut-être dans une chambre d'ado, il y a ce petit rectangle lumineux. Ah oui, le fameux smartphone. Exactement. Le visage est éclairé par cette lueur bleue, un peu hypnotique, et les pouces bougent à une vitesse vertigineuse sur l'écran. Pour l'immense majorité d'entre nous, cette image, c'est synonyme d'une seule chose, c'est la distraction absolue. Le trou noir de l'attention, comme on dit souvent. C'est ça. L'endroit précis où le temps disparaît entre deux vidéos virales ou une petite partie de jeux vidéo. Et c'est là le sujet de notre plongée d'aujourd'hui. Que se passerait-il si on pouvait inverser cette dynamique? Mais genre de manière radicale. C'est une excellente question. Aujourd'hui, on a sur la table un document très spécifique. C'est une série de questions-réponses élaborées par les concepteurs d'une application éducative qui s'appelle eVirtus. Oui, j'ai lu ça de près. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette plateforme tente, avec une certaine audace, il faut le dire, de redéfinir totalement ce que signifie apprendre à la maison. Et c'est un sujet d'une pertinence absolue. Je suis vraiment ravie qu'on en parle. Peu importe notre profil en fait, que l'on soit impliqué dans l'éducation d'un enfant, que l'on soit soi-même en train d'étudier, ou juste observateur de notre société numérique. Ouais, parce que ça touche tout le monde au final. Absolument. La question posée ici est universelle. Comment transformer l'outil le plus addictif jamais créé par l'humanité, Le téléphone, quoi. voilà, le téléphone, en une véritable machine à apprendre? Et ce qu'on va faire avec ce document, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste survoler un petit argumentaire commercial. L'idée, c'est de plonger dans la philosophie éducative moderne qui est décrite. Décrypter la mécanique, quoi. C'est ça. La mécanique cognitive, la psychologie de ce qui fait fonctionner ou au contraire échouer l'apprentissage autonome aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. Les concepteurs d'eVirtus, ils attaquent le sujet avec une affirmation qui sert un peu de fondation à tout leur projet. Ils disent que la grande majorité des applications éducatives actuelles font complètement fausse route. Rien que ça. Ouais, parce qu'elles se contentent de proposer ce qu'ils appellent du contenu. À l'inverse, eVirtus, eux, ils affirment ne pas vendre du contenu, mais, je cite, une expérience d'apprentissage motivante. Ils mettent en avant tout un écosystème avec des défis, des compétitions, des récompenses virtuelles, un suivi ultra précis des progrès. Et c'est ça le cœur de leur postulat. Leur postulat, c'est que l'objectif, c'est plus seulement d'enseigner la matière, mais de créer artificiellement l'envie d'apprendre. C'est, si je devais faire une analogie, c'est la différence entre déposer une encyclopédie de 10 kilos sur le bureau d'un gamin en disant « tiens, le savoir est là, instruis-toi ». Bonne chance avec ça. Bonne chance. Et de l'autre côté, lui organiser une grande chasse au trésor interactive où chaque indice est caché derrière une énigme de maths. C'est une distinction fondamentale et en fait, ça nous oblige à regarder l'évolution de la pédagogie. Pendant des siècles, le gros problème, le vrai goulot d'étranglement de l'éducation, c'était purement et simplement l'accès au contenu. Oui, les livres coûtaient cher. Exactement. Les parchemins, les livres coûtaient une fortune. Les bibliothèques, c'était des sanctuaires. Et les professeurs avaient le monopole absolu sur la transmission du savoir. Donc, historiquement, apporter le contenu à l'élève, c'était résoudre, disons, 90% du problème. Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ah non, l'équation est complètement obsolète. L'information, elle est littéralement omniprésente. Elle est dans nos poches. On y accède en un dixième de seconde et en plus, c'est gratuit. Du coup, proposer une appli qui fait que fournir du contenu, c'est apporter une solution à un problème du siècle dernier, en fait. C'est clair. La nouvelle rareté, le vrai défi aujourd'hui, c'est plus l'accès au théorème de Pythagore, c'est la création de la motivation pour qu'un cerveau décide de s'y intéresser plutôt que de scroller sur une vidéo de chaton. Attendez, je veux m'arrêter sur cette idée de créer la motivation. Parce que le document parle beaucoup de défis et de récompenses. J'imagine que ça sort pas de nulle part. C'est ce qu'on appelle la ludification, non? Oui, la gamification. Et c'est là que les concepteurs s'appuient sur des mécanismes neurologiques hyper précis. Ils ciblent particulièrement le système dopaminergique. Justement, clarifions ça pour ceux qui nous écoutent. Quand on parle de système dopaminergique ici, on parle bien de ce petit circuit de la récompense dans notre cerveau. C'est ça. Celui qui nous pousse à rafraîchir nos fils d'actualité 30 fois par jour pour voir si on a un nouveau like sur une photo. C'est exactement le même circuit. Le cerveau humain, d'un point de vue évolutif, il est programmé pour chercher des récompenses à court terme. Il adore les boucles de rétroaction immédiates.
Donc, quand une méthode classique dit à un élève « Bon, lis ce chapitre sur les fractions, ça te servira pour le bac dans 3 ans », Ça marche pas du tout. bah non, le cerveau de l'ado, il reçoit aucune stimulation. C'est trop loin, c'est trop abstrait. Mais si l'apprentissage est structuré comme un jeu vidéo, du genre « Résous ces 3 équations en moins d'1 minute pour débloquer un badge ou maintenir ta série de victoires », Ah ouais, la fameuse série de victoires. voilà, là on active la libération de dopamine. On crée un désir presque compulsif de continuer. Et l'argumentaire montre qu'ils ont compris un truc crucial. Aujourd'hui, le savoir brut ne fait pas le poids face à l'industrie du divertissement. Il faut utiliser leurs propres armes. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce que, personnellement, je dois bien admettre que j'ai une certaine dose de scepticisme face à ça. Je comprends. Mettre une application éducative, aussi ludique soit-elle, sur un smartphone, pour moi, c'est comme essayer de suivre un régime super strict, mais en installant son bureau au beau milieu d'une pâtisserie. L'image est très parlante. Non mais comment on peut espérer qu'un jeune choisisse d'ouvrir une appli de grammaire quand, littéralement, à 1 millimètre de son pouce, il a les réseaux sociaux, les messages de ses potes et des millions de vidéos conçues par les meilleurs ingénieurs du monde pour le captiver? C'est David contre Goliath, non? C'est le paradoxe central, c'est sûr. Et c'est un énorme point de friction. Mais l'approche détaillée dans l'argumentaire d'Hivertus est d'un pragmatisme assez froid finalement. Comment ça? Ils nuent pas du tout l'attrait des réseaux sociaux. Ils partent juste d'un constat empirique, très simple. Ils disent « les élèves utilisent déjà les smartphones ». C'est un fait. C'est sûr. Et face à cette réalité, la réponse classique, celle de beaucoup de parents ou d'écoles, ça a été la prohibition. L'interdiction pure et simple. On confisque l'appareil, on met un contrôle parental ultra verrouillé. Bref, une stratégie de résistance. Ouais, une stratégie qui, on va pas se mentir, épuise tout le monde et finit souvent par être piratée par les gamins. Précisément. Et ce que propose cette application, c'est pas de la résistance, c'est de l'infiltration. Ah, de l'infiltration. Ouais. Au lieu de s'épuiser dans une guerre de tranchées pour éloigner les jeunes des écrans, ce qui est souvent perdu d'avance à la maison, leur philosophie, c'est de hacker cette attention captive. Puisque le smartphone est déjà un aimant à attention. Voilà. Ils se disent, assurons-nous qu'une petite fraction de ce temps d'écran soit redirigée vers un bénéfice cognitif. Ils utilisent les mêmes notifications colorées, les mêmes petites vibrations, les mêmes compteurs que TikTok ou Instagram. Le cheval de Troie de l'éducation? Exactement. C'est un cheval de Troie. On transforme l'ennemi numéro 1 de la concentration en vecteur d'apprentissage. Donc, si je résume, on accepte la défaite sur la forme, genre l'écran a gagné, mais on essaye de remporter une victoire sur le fond. Mais du coup, si on suit cette logique, si on crée un outil technologique aussi puissant, capable de capter l'attention, avec une patience infinie, des récompenses sur mesure, Oui, totalement. ça soulève une question presque existentielle pour l'école traditionnelle, non? Oh, totalement. D'ailleurs, c'est posé frontalement dans le document qu'on étudie. On leur demande carrément « Cherchez-vous à remplacer l'école ?» Et leur réponse est sans équivoque, c'est « Absolument pas ». Non, ils s'en gardent bien. Ils tracent une ligne de démarcation très rigide. Selon eux, l'école est là pour enseigner, alors que leur technologie, elle, est conçue pour pratiquer et consolider à la maison. Cette division du travail, elle est cruciale pour comprendre leur modèle. Et ça révèle vraiment bien les limites de la technologie, en fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au juste? Moi, ça me fait penser au monde du sport. Comment ça? L'école et le prof, c'est un peu l'entraîneur principal. La figure humaine au bord du cours de tennis avec son tableau blanc. Le coach explique la biomécanique, la stratégie, il s'adapte si le joueur comprend pas, il voit la frustration dans ses yeux, bref, il transmet le sens. Oui, la théorie. Et de l'autre côté, Hivertus, ce serait le mur d'entraînement. Le mur contre lequel tu vas frapper la balle 1000 fois de suite, tout seul, pour créer ta mémoire musculaire. Le mur, il n'invente pas la technique, mais il permet la répétition. C'est une excellente analogie. Ça met bien en lumière la différence entre la compréhension initiale et la maîtrise. Ouais. La transmission initiale d'un concept complexe, genre la proportionnalité en maths, ça demande une flexibilité énorme. Ça demande de l'empathie, la capacité de faire une métaphore spontanée, de voir exactement où l'élève bloque, et ça, c'est la noblesse du métier d'enseignant. C'est clair. Un écran, il peut pas vraiment lire le langage corporel d'un ado qui commence à paniquer devant un problème de géométrie. Non, l'algorithme ne voit pas la panique. En revanche, une fois que l'étincelle de la compréhension a eu lieu en classe, le cerveau, il a besoin de répétition pour câbler les neurones. Pour passer de la mémoire de travail à la mémoire à long terme, faut pratiquer. C'est inévitable.
Et cette répétition, genre faire 50 exercices ou décliner 100 fois un verbe, c'est laborieux, c'est mécanique et on va le dire, c'est super chiant. Bah oui, c'est le rôle des devoirs à la maison, quoi. Le fameux cauchemar de 19 heures sur la table de la cuisine où tout le monde finit par craquer. Exactement. L'école délègue cette consolidation à la famille, ce qui crée un stress énorme. Le prof, avec 30 élèves, il peut pas superviser cette répétition pour chacun. Bien sûr. C'est là que l'application prend tout son sens. En automatisant cette pratique et en la rendant ludique, la machine absorbe la charge la plus ingrate. Et ça libère l'école. En théorie, oui. Si les élèves reviennent en classe avec une mémoire musculaire déjà solide, le prof n'est plus juste un correcteur de devoirs. Il peut consacrer le temps de classe au débat, à la résolution de problèmes complexes. L'artisanat intellectuel reste humain. Mais attendez, parce que là, on arrive au point sensible. Si cette machine décharge les profs, pacifie les soirées familiales et capte l'attention avec l'efficacité d'un jeu vidéo, qui finance tout ça? Ah, la question de l'argent. Parce que maintenir ce terrain d'entraînement interactif, c'est pas gratuit. Et la fin du document justifie le modèle économique, en répondant à la question « Pourquoi les parents devraient-ils payer ?» Oui, j'ai noté ça aussi. Et là, je veux vraiment m'attarder sur les mots utilisés. Ils disent « Parce que l'éducation est l'investissement le plus rentable pour un enfant ». Investissement. Remarquez qu'à aucun moment, on ne voit les mots « dépenses »,« coût » ou « achat ». Tout le champ lexical, c'est l'investissement pour l'avenir. Et ils promettent en échange des exercices illimités, un entraînement régulier et une motivation continue. Je trouve ce mot investissement fascinant, presque clinique. C'est pas une manœuvre sémantique super habile pour déculpabiliser les parents de sortir la carte bleue pour un énième abonnement. Oh, bien sûr que si. Le choix des mots n'est jamais laissé au hasard. Ce vocabulaire touche une corde hypersensible aujourd'hui, c'est l'anxiété parentale. Ah oui, la peur que son enfant rate sa vie. Exactement. Dans une société ultra compétitive, la réussite scolaire, c'est une grosse source d'inquiétude. Parler d'investissement, c'est lier la transaction d'aujourd'hui au succès social de l'enfant demain. C'est un levier psychologique très puissant. Mais si on gratte un peu sous la surface de leurs promesses, exercice, entraînement, motivation, on découvre ce qu'ils vendent vraiment. Ils vendent pas les exercices, j'imagine. Aujourd'hui, on trouve des millions de pages d'algèbre ou d'histoire à imprimer gratuitement sur le net en 3 clics. Le contenu brut, ça vaut 0 €. C'est une analyse très juste. Les exercices illimités, ça n'a presque aucune valeur marchande. Le véritable produit de luxe ici, c'est la motivation continue. Ah! Ce que les parents achètent, en fait, c'est la paix sociale à la maison. C'est la tranquillité d'esprit de se dire que leur enfant va bosser de manière autonome, attiré par les badges virtuels, sans qu'ils aient besoin de jouer aux flics tous les soirs en hurlant « Éteins la télé, fais tes devoirs !» C'est de la sous-traitance, en fait. On externalise le conflit. C'est exactement le terme. On sous-traite un conflit familial. L'application devient un tiers de confiance, donc l'investissement dont il parle, c'est un investissement dans la sérénité des soirées, autant que dans les compétences scolaires. On achète du temps libre et de l'harmonie. C'est une stratégie commerciale redoutable quand on y pense. Alors, si on prend un peu de recul pour résumer notre exploration de ce document eVirtus. Allons-y! On a vu comment cette plateforme veut bouleverser l'apprentissage à la maison. Déjà, en refusant d'être une simple encyclopédie pour devenir un moteur de motivation bourré de dopamine via la gamification. Tout à fait. Ensuite, en adoptant une posture pragmatique face au smartphone. On ne l'interdit pas, on l'infiltre. Troisièmement, en assumant ce rôle de mur d'entraînement qui décharge l'école sans vouloir la remplacer. Et enfin, en habillant tout ça avec le mot rassurant d'investissement, vendant aux parents l'externalisation de la corvée des devoirs. Et si on a pris le temps d'analyser tout ça avec notre audience aujourd'hui, c'est parce que ça dépasse largement le cadre d'une petite appli pour collégiens. Ouais, ça va plus loin. Ça illustre une vraie transition dans notre rapport au savoir. Dans un monde saturé de stimuli, comprendre comment la technologie essaie de s'aligner avec nos objectifs plutôt que de juste nous distraire, c'est vital. Ces stratégies de ludification, on va les retrouver partout. Dans la formation professionnelle, l'apprentissage des langues pour adultes, c'est le futur standard de la transmission de l'information. Voilà qui clôture notre plongée d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage.